Ce devait être un simple contrôle de routine, une vieille maison oubliée à la lisière d'un village endormi. Les voisins s'étaient inquiétés. Personne n'avait vu Madame Lefebvre depuis des semaines. Les rideaux restaient fermés. Pas de bruit de pas. Pas d'appel téléphonique. Juste le silence et parfois l'écho d'un son étrange. Une voix, pas humaine, pas tout à fait. Quand l'agent de police Antoine poussa la porte grinçante, il s'attendait à la solitude, la décrépitude, peut-être même une tragédie. Ce qu'il n'attendait pas, c'était d'être fixé par un perroquet, posé majestueusement sur un fauteuil usé à côté d'un corps recouvert d'une couverture. L'oiseau n'eut pas un mouvement. Ses yeux semblaient anciens, sa présence, impérieuse. Il regarda droit dans l'âme de l'agent et parla d'une voix rauque mais claire. « Elle dort. Silence. Si vous croyez que certains liens sont plus forts que le temps, cette histoire est pour vous. » Les plumes du perroquet étaient fanées, mais conservaient des reflets de vert vif et de jaune doré. Ses serres s'accrochaient au bras du fauteuil comme des racines à la terre. Il ne bougea pas, ne scia pas, tandis que l'agent Antoine s'approchait. La pièce était figée dans le temps. La poussière recouvrait chaque surface. Un tourne-disque trônait silencieux dans un coin. Napperons et photographies encadrées évoquaient une autre époque, une vie autrefois riche en histoire et en musique. Et puis, il y avait elle, Clara, frêle, immobile, un léger sourire gravé sur ses lèvres. Elle était partie. Mais dans son départ, elle n'était pas seule. À ses côtés, l'oiseau était resté, une sentinelle silencieuse. Pas de nourriture depuis des jours, pas d'eau fraîche, juste la loyauté. Plus tard, les voisins jureraient que ce perroquet avait toujours été avec Madame Lefebvre, aussi loin qu'ils s'en souviennent. Certains affirmaient même qu'il avait appartenu à son défunt mari, un vétéran décédé des décennies plus tôt. D'autres disaient que l'oiseau était là même avant, murmurant des secrets, répétant des souvenirs que personne d'autre ne pouvait se remémorer. Quand les ambulanciers confirmèrent son décès, Antoine ne savait que faire du perroquet. Il n'avait pas de puce, pas de papier, pas de nom, juste lui, vieux, seul, et désormais sans la seule personne qu'il ait jamais connue. Si vous croyez aux secondes chances, cette histoire est pour vous. L'agent de police Antoine n'était pas d'ici. Tout juste muté il y a quelques mois, il s'habituait encore au rythme tranquille de la petite ville où les gens saluaient depuis leur véranda et les rumeurs voyageaient plus vite que les sirènes de police. À 34 ans, il était calme, pragmatique et rarement déstabilisé. Mais quelque chose dans cette maison, dans cet oiseau, ne le lâchait pas. La maison de Madame Lefebvre était une capsule temporelle, une modeste maisonnette blanche avec du lierre grimpant sur les balustrades de la véranda et une boîte aux lettres bancales qui portait encore le nom de Dubois. À l'intérieur, l'air sentait le vieux bois, la lavande et quelque chose de légèrement sucré. Des photos sur la cheminée racontèrent des histoires silencieuses. Une jeune Madame Lefebvre, dans une robe des années 50, dansant avec un homme en uniforme, le même couple des décennies plus tard, souriant dans un jardin, et toujours en arrière-plan, assis en silence, lui, le perroquet. On l'appelait Jacques, bien que personne ne se souvînt exactement pourquoi. Il était là depuis si longtemps qu'il faisait partie de la maison elle-même. La plupart supposaient que c'était un animal de compagnie, une relique, quelque chose de décoratif. Mais Jacques avait tout vu. Et maintenant, il était seul. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, Antoine se tenait, incertain, dans l'embrasure de la porte. L'oiseau l'observait, tête penchée, yeux perçants, presque comme pour demander « Et maintenant ?» Les nouvelles se répandent vite dans une petite ville. Au matin, la mort de Madame Lefebvre et l'étrange perroquet qui restait étaient le seul sujet de conversation. « Il est sinistre », dit une voisine. « Probablement malade », murmura un autre. « J'ai entendu dire qu'il parle comme son mari, comme s'il était possédé ou quelque chose. » Au poste, l'agent de police Antoine fut accueilli par des sourcils levés quand il revint avec l'oiseau dans une boîte en carton. « Sans blague !» ricana un collègue. « Tu as ramené ce truc ici ?» Mais Antoine ne pouvait pas l'expliquer. Il y avait quelque chose chez Jacques. Quelque chose de plus. Pourtant,
Personne n'en voulait. Le refuge pour animaux refusa. Le chenil dit qu'il n'avait pas de place, certainement pas pour un vieux perroquet potentiellement agressif. Il a mordu l'un des ambulanciers, fit remarquer quelqu'un. La décision vint d'en haut. C'est une pièce à conviction. Gardez-le 48 heures. Ensuite, faites ce que vous devez. Ainsi, Jacques atterrit dans une petite salle de stockage à l'arrière du poste, perché sur un manche à balai improvisé fixant les néons. Il ne cria pas, ne battit pas des ailes. Mais quand le silence se faisait la nuit, certains juraient de l'entendre marmonner le nom de Madame Lefebvre. Pour la plupart, c'était un problème, un écho du passé, une relique trop étrange à garder et trop tenace à laisser partir. Il était tard, après minuit, quand Antoine se retrouva de nouveau dans le couloir menant à la salle de stockage. Il n'était pas de service. Il n'était même pas sûr de la raison de sa présence. Peut-être était-ce la façon dont l'oiseau l'avait regardé. Non pas avec peur ni avec colère, mais avec compréhension, reconnaissance. Comme si Jacques voyait quelque chose en Antoine que lui-même n'avait pas encore remarqué. Il ouvrit doucement la porte. Jacques était éveillé, assis, immobile, les yeux fixés sur la porte avant même qu'elle ne grince. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder. « Tu ne devrais pas être ici », murmura Antoine à lui-même. Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il tira une chaise et s'assit. Jacques inclina la tête. Puis, avec une clarté lente et délibérée, il parla. « Antoine, tout va bien ?» Antoine retint son souffle. Il n'avait parlé à personne de la conversation qu'il avait eue avec Madame Lefebvre, quelques mois plus tôt. La nuit où il s'était rendu chez elle pour un trouble de l'ordre. Elle l'avait invité à prendre le thé, lui avait parlé comme une grand-mère, l'avait écouté partager plus qu'il n'avait jamais eu l'intention. « Antoine, tout va bien ?» avait-elle demandé cette nuit-là aussi. Il n'avait pas répondu alors. Et maintenant, ici était cet oiseau, sa voix, ses mots, parlant dans le silence. Un frisson le traversa. Ce n'était pas seulement de l'imitation. Jacques ne faisait pas que répéter des sons, il se souvenait et observait. Dehors, le vent soufflait fort, les feuilles bruissaient contre les fenêtres, et pendant une fraction de seconde, Antoine sentit quelque chose dans sa poitrine. Quelque chose arrivait, quelque chose au-delà du calme. Et Jacques le savait déjà. Le lendemain matin, l'air au poste semblait plus lourd. Personne ne dit rien, mais tous se déplaçaient un peu plus lentement, regardaient par-dessus leurs épaules, comme si les murs écoutaient. Antoine passa de nouveau devant la salle de stockage. Jacques était assis exactement là où il avait été, immobile, mais ses plumes étaient légèrement hérissées, ses yeux balayaient constamment la fenêtre. Dehors, des nuages sombres s'amoncelaient. Une tempête d'été précoce, disaient les prévisions. Mais Jacques avait changé avant le premier grondement, avant le premier vent. Il sentait quelque chose. Une fois, alors qu'Antoine passait, Jacques poussa soudain un long sifflement profond, un qui résonna dans le couloir comme un avertissement. L'agente Sophie, assise à proximité, leva les yeux au ciel. « Ce truc me donne la chair de poule », murmura-t-elle. « C'est comme s'il savait quelque chose. » Antoine ne répondit pas, mais il le sentait aussi. Plus tard, en triant des papiers, Antoine sortit une vieille photo qu'il avait prise de la maison de Madame Lefebvre. En arrière-plan, à côté d'un arbre de Noël datant de plusieurs décennies, se trouvait Jacques, exactement tel qu'il était maintenant, inchangé. Vigilant, le même regard, la même expression de connaissance, quelque chose n'allait pas, et Jacques essayait de le lui dire. Dans l'après-midi, le ciel s'était transformé en un gris-vert surnaturel. Le vent balayait violemment les rues désertes, secouant les fenêtres et arrachant les branches. Les habitants étaient habitués aux tempêtes, mais pas à une pareille. Un appel d'urgence soudain et retentissant interrompit le bourdonnement discret du poste. Alerte de tempête violente, formation possible de tornades dans la région, cherchez un abri immédiatement. Les agents couraient. Les radios grésillaient, les lumières vacillaient. Et Jacques criait, pas seulement des cris, il hurlait, il battait violemment des ailes dans sa pièce, ses plumes s'agitant dans un rythme paniqué, sa voix
rauque et effrayé, répétait inlassablement un seul mot. « Cours! Cours! Cours !» Antoine se précipita dans la pièce. Qu'est-ce qu'il lui prend? Mais au moment où il entra, Jacques se tut. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lourdement. Il regarda Antoine droit dans les yeux et murmura « Cave !» Cela frappa Antoine comme un coup. Le bâtiment avait un ancien abri dans la cave, inutilisé, oublié. La plupart des agents s'étaient déjà mis à l'abri dans le couloir intérieur. Mais Jacques, il pointa son bec vers l'escalier. Soudain, la lumière s'éteignit. Un grondement profond, surnaturel, emplit l'air, comme un train de marchandises traversant les murs. Antoine ne réfléchit pas. Il attrapa Jacques, toujours sur le manche à balai, et dévala les escaliers. Derrière lui, le verre se brisa, le métal gémit. Le bruit du poste déchiqueté résonna jusqu'au fond de la terre. Et puis, l'obscurité. L'abri était plongé dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur de l'écran du téléphone d'Antoine. La poussière tombait du plafond à chaque tremblement. Dehors, le monde hurlait, comme s'il était déchiré en deux. Jacques se tenait silencieusement sur une caisse, immobile et calme maintenant, comme si sa panique avait rempli son rôle, comme s'il avait accompli une sorte de devoir. Antoine était assis par terre, respirant lourdement, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment avait-il su? Les sirènes ne leur avaient donné que quelques secondes. Le système d'alerte de la ville n'avait détecté la colonne de vent en formation que lorsqu'il était presque trop tard. Mais Jacques l'avait senti des heures avant. Il se rappela comment l'oiseau avait fixé le ciel par la fenêtre, comment il sifflait, l'excitation, le changement brusque et soudain dans sa voix. Il avait essayé de les avertir, et personne n'avait écouté. Maintenant, au fond de la cave, tandis que la tempête faisait rage au-dessus, griffant la terre, le seul son était la respiration légère et rythmée de Jacques à ses côtés. Aucun bruit extérieur, juste le vent et la destruction. Et dans le silence, Antoine reconnut quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Jacques n'était pas resté avec Madame Lefebvre, par simple loyauté. Il l'avait protégée. Pendant 70 ans, il avait été ses yeux, ses oreilles, son gardien silencieux. Et maintenant, d'une certaine manière, il avait fait la même chose pour lui. La fureur de la tempête s'intensifia au-dessus d'eux. Antoine retint son souffle, alors que des débris s'écrasaient contre la porte de l'abri. Il vérifia son téléphone. Pas de réseau, pas de mise à jour. Juste l'obscurité et le grondement vibrant de quelque chose de massif se déplaçant au-dessus d'eux. Et puis, un bruit sourd. Quelque chose de lourd était tombé sur la sortie. La porte de l'abri ne bougeait pas. Antoine poussa, grogna, essaya de la forcer. Rien, ils étaient piégés. « Génial !» marmonna-t-il, faisant les 100 pas. « Pas de réseau, pas d'aide. Et maintenant, nous sommes... » Jacques s'envola soudainement, le surprenant. L'oiseau atterrit près de l'étroite grille au plafond. Un vieux conduit de ventilation, à peu près aussi large qu'une miche de pain. Jacques picora dessus, gratta, puis regarda Antoine et répéta « Au secours ! Au secours !» Ce n'était pas un appel à l'aide, c'était un ordre. Antoine se figea. « Attends, tu... » Jacques rappela, cette fois plus fort. « Au secours ! Au secours ! Cave !» La compréhension le frappa comme un éclair. Jacques n'imitait pas seulement Madame Lefebvre, il imitait Antoine. Sa voix, sa façon de parler, la façon dont Antoine lui-même avait crié lors d'une précédente urgence. Il se rappela ce moment, c'était dans cette même ville, il y a des mois. L'oiseau imitait la voix d'Antoine, appelant à l'aide depuis la cave. Jacques volait d'avant en arrière, pressant son bec contre la grille, répétant la même phrase avec une urgence parfaite. « Au secours! Cave! Au secours !» Il essayait de sortir, de les appeler. Encore et encore, il appelait, implacable, concentré. Antoine resta immobile, observant cette petite créature vieillissante faire la seule chose à laquelle aucun humain n'avait pensé. Jacques ne réagissait pas seulement au danger, il se battait contre lui, avec chaque instinct qu'il possédait. Les minutes passèrent, puis 1 heure. Jacques ne s'arrêta pas. Sa gorge était rauque à force de crier, et pourtant il imitait toujours la voix d'Antoine, urgente, désespérée, précise.
Encore et encore. « Au secours! Cave! Au secours !» Antoine lui offrit de l'eau, mais le perroquet refusa de se reposer. Il savait ce qui était en jeu. Chaque seconde comptait. Puis, juste au moment où Antoine commençait à perdre espoir, une voix faible répondit « Antoine, c'est toi ?» C'était l'agente Sophie, étouffée, lointaine, mais se rapprochant. Jacques cria en réponse, battant des ailes, alors qu'il appelait plus fort, plus vite. « Au secours! Cave !» Un coup sourd d'en haut, des grattements. Puis, un rayon de lumière traversa le conduit de ventilation. « On t'entend !» cria Sophie. Un instant plus tard, la porte de l'abri gémit. Antoine poussa de toutes ses forces, pendant que des mains tirèrent de l'extérieur. Des débris se déplacèrent, la lumière du jour jaillit, et enfin ils étaient dehors. Antoine trébucha sous la lumière du soleil, protégeant ses yeux. Le bâtiment du poste était à moitié effondré, des véhicules renversés, des arbres abattus. Mais le reste de l'équipe était en sécurité, ils avaient trouvé un abri. Et c'est Jacques seul, qui avait fait en sorte qu'Antoine survive. Au moment où il sortit, Jacques se posa silencieusement sur l'épaule d'Antoine. Les agents le regardaient, bouche bée. « Cet oiseau a appelé à l'aide », murmura l'un. Jacques cligna des yeux. Puis, avec une fierté fatiguée mais inébranlable, il prononça une dernière phrase claire, « Bon garçon, Jacques ». Et pour la première fois, Antoine sourit. La ville ne vit plus jamais Jacques de la même manière. Ce qui était autrefois considéré comme un vieil oiseau inutile devint désormais une légende locale. Les gens qui l'avaient craint, moqué ou ignoré sa présence racontèrent maintenant des histoires à voix basse, révérencieux de ce qu'il avait fait. Ils venaient le voir, certains apportaient des fruits, d'autres simplement pour le remercier. Mais Jacques ne se souciait pas de l'attention. Il resta près d'Antoine. Après la tempête, Antoine ne ramena pas Jacques dans la salle de stockage. Il le ramena à la maison. Lui acheta une perche adaptée, lui aménagea un endroit près de la fenêtre et posa la vieille couverture de Madame Lefebvre à côté. Jacques ne parla plus beaucoup après cela, pas comme avant, juste de légers sifflements, de doux roucoulements, comme s'il avait enfin dit tout ce qu'il avait à dire. Mais Antoine lui parlait souvent. Et parfois, quand il ne faisait pas attention, Jacques répétait ces mots dans le silence, non pas comme un écho, mais comme un compagnon. Un soir, Antoine ressortit la photo, celle de la maison de Madame Lefebvre. Il la regarda, puis regarda Jacques. Le même oiseau, des décennies d'écart. « Tu l'as toujours protégé, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Jacques tourna légèrement la tête, comme pour répondre. « Tu as ta place ici maintenant », ajouta Antoine doucement. « Tu n'es pas seulement un animal de compagnie. Tu es de la famille. » À partir de ce jour, chaque journée commença avec Antoine, plaçant une petite friandise de graines près de la perche de Jacques. Et chaque nuit se termina avec Jacques, veillant sur la maison, immobile, silencieux et loyal pour toujours, dans un monde où tout s'estompe, où le temps efface les noms, les visages et même les souvenirs, certains liens perdurent. Jacques n'était pas seulement un oiseau, il était un gardien d'histoire, un rappel que la loyauté ne s'éteint pas avec l'âge et que même les plus ignorés d'entre nous peuvent porter un cœur assez courageux pour affronter la tempête. Pendant 70 ans, il a veillé sur quelqu'un qui avait besoin de lui. Et quand ce chapitre s'est achevé, il ne s'est pas arrêté. Il a pris un nouveau rôle, une nouvelle vie, sans hésitation, sans qu'on le lui demande. Il savait tout simplement. Et peut-être, juste peut-être, que c'est ça le vrai sens. Pas quelque chose que nous choisissons, mais quelque chose qui nous choisit. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que Jacques a tenu bon? Était-ce la mémoire ou l'amour? Et si vous croyez que chaque créature a une raison d'être ici, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que parfois, les vies les plus silencieuses résonnent avec les vérités les plus fortes.